Aujourd'hui, tout le monde sait que les politiciens disent souvent une chose et en font une autre. Une certaine dose d'hypocrisie est même devenue presque banale dans la politique moderne. Ce que beaucoup ignorent en revanche, c'est que ce phénomène n'a rien de nouveau. Il existait bien avant notre époque et concernait déjà certains des politiciens les plus fanatiquement idéologiques de l'histoire. Un exemple frappant se trouve dans la vie privée des nazis les plus célèbres et les plus puissants du Troisième Reich. L'idéologie nazie plaçait le mariage sur un piédestal, le présentant comme un lien sacré exigeant une fidélité absolue. Les excès sexuels étaient jugés impardonnables. Le mariage était activement encouragé par l'État, tandis que le divorce était ouvertement mal vu. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant que les dirigeants qui prêchaient le plus bruyamment les valeurs familiales, le mariage et le rôle des femmes aient régulièrement trahi leurs propres principes. Presque toutes les figures majeures du régime nazi entretenaient des relations secrètes, trompèrent leurs épouses, multipliaient les liaisons illicites et avaient des enfants illégitimes. Adolf Hitler lui-même resta célibataire jusqu'aux dernières heures de sa vie, tout en vivant pendant des décennies ce que ses contemporains auraient qualifié de relation dans le péché avec sa compagne secrète. Heinrich Himmler, chef de la SS et fervent défenseur de la famille traditionnelle, se sépara de son épouse à cause de sa secrétaire et eut ensuite 2 enfants illégitimes avec elle. Martin Bormann, secrétaire personnel de Hitler et chef de la chancellerie du parti nazi, eut 10 enfants avec sa femme, tout en menant des liaisons avec plusieurs actrices. Le seul dignitaire de premier plan à être resté fidèle semble avoir été le Reichsmarschall Hermann Göring, chef de la Luftwaffe et successeur désigné de Hitler. Il ne se remaria que longtemps après la mort de sa première épouse et, à ce que l'on sait, demeura loyal envers sa seconde femme, une actrice, jusqu'à sa propre mort. Le cas le plus extrême reste toutefois celui du ministre de la propagande de Hitler, Joseph Goebbels. Il n'était pas simplement volage. Bon nombre de ses liaisons présentaient un caractère profondément troublant et manipulateur. Et il ne fait guère de doute qu'il a abusé à plusieurs reprises de sa position pour assouvir ses désirs. Même le choix de son épouse suscitait l'étonnement. Magda Goebbels, une mondaine blonde et séduisante, était largement admirée, et en raison de sa proximité avec Hitler, souvent décrite comme la première dame officieuse du Troisième Reich. À bien des égards, elle semblait hors de portée de Goebbels. Divorcée et mère célibataire au moment de leur mariage en 1931, elle fut séduite par son talent oratoire, son esprit vif et son charisme apparent. Magda, de son côté, se voyait comme membre de l'élite sociale et évoluait aisément dans des cercles influents, ce qui plaisait particulièrement à Goebbels, car cela rehaussait son propre statut. Le couple aura par la suite 6 enfants. Malgré cette vie familiale, Goebbels resta constamment infidèle durant son mariage. Obsédé par la conquête sexuelle, il avait accès aux femmes les plus convoitées de l'Allemagne nazie, en particulier aux actrices. En tant que ministre de la propagande, il contrôlait les studios de cinéma et les salles du Reich. Il avait le pouvoir de transformer une actrice inconnue en star ou de briser une carrière du jour au lendemain. Dans ces conditions, les jeunes actrices qui repoussaient ses avances en payaient souvent le prix fort. Une question essentielle se pose alors. Qu'est-ce qui poussait Goebbels à adopter un comportement aussi obsessionnel et manipulateur ? Les historiens avancent une explication claire. Goebbels était de petite taille, mesurant seulement 1,65 m, bien en dessous de la moyenne des hommes allemands de l'époque. Il souffrait également d'un handicap physique. Son pied droit, déformé et tourné vers l'intérieur, l'obligeait à porter une attelle et lui donnait une démarche claudicante très marquée. Cette infirmité l'avait empêché de servir pendant la Première Guerre mondiale, le distinguant des autres dirigeants nazis qui exhibaient fièrement leurs décorations. Beaucoup jugeaient aussi son apparence peu attirante. Il avait souvent l'air fragile, maladif et, pour certains, inquiétant. Ce qui jouait en sa faveur, c'était son intelligence acérée, son éloquence redoutable et surtout sa fonction. En dehors de cela, il suscitait peu d'admiration. Goebbels était impopulaire aussi bien parmi les autres dirigeants que dans son propre ministère. L'un de ses surnoms, le nain venimeux, reflétait sa réputation d'homme susceptible, froid, rancunier et cruel. Il détournait des fonds du parti pour financer un train de vie luxueux, tout en se rendant indispensable à Hitler, qui le protégeait, tout comme il protégeait Magda Goebbels. En réalité, l'insécurité profonde de Goebbels face à son corps et à son handicap s'exprimait à travers ce que l'on qualifierait aujourd'hui de masculinité toxique. Il se vantait obsessionnellement de ses liaisons et de ses conquêtes,
cherchant à affirmer sa domination par le pouvoir sexuel. Au cœur de ce comportement se trouvait un profond sentiment d'infériorité. Rien d'étonnant à cela. Alors que sa propagande exaltait sans relâche l'idéal arien, Goebbels en incarnait l'exact opposé. De nombreux hauts responsables nazis le trouvaient profondément repoussant. Goebbels menait ses affaires principalement de deux manières. D'une part, il ciblait de jeunes secrétaires et employés administratifs du ministère de la Propagande. D'autre part, il exploitait son autorité absolue sur l'industrie cinématographique et théâtrale allemande pour faire pression sur les actrices. Ces méthodes étaient ouvertement manipulatrices. Une ancienne secrétaire a raconté comment Goebbels harcelait sans relâche les jeunes employés, les surveillait, couchait avec elles, puis, lorsqu'elle tentait de mettre fin à la relation, les menaçait de se suicider. Beaucoup de ces femmes étaient vierges, et il n'est pas exclu que certaines stagiaires qu'il ciblait aient été mineures à l'époque. Sa fixation la plus forte restait cependant les actrices. L'une d'entre elles, en particulier, domina son attention pendant des années. L'actrice tchèque Lida Baharová. Ils se rencontrèrent en 1936 et entamèrent une liaison l'année suivante. En 1938, Magda Goebbels découvrit la relation et s'adressa directement à Hitler. Celui-ci réprimanda personnellement Goebbels et lui ordonna d'y mettre fin, en partie parce que l'Allemagne était sur le point d'occuper les Sudètes tchécoslovaques. Le compagnon de Baharová apprit l'affaire et la gifla publiquement, déclenchant un scandale. Sa carrière en Allemagne s'effondra pratiquement, et la presse la qualifia de prostituée. Si la relation avec Baharová semble avoir été consentie, ce ne fut pas le cas de toutes les liaisons de Goebbels. À cette époque, le secrétaire personnel de Goebbels, Karl Hanke, qui gravira plus tard les échelons du pouvoir nazi, prit le parti de Magda Goebbels. Il établit une liste de 36 actrices et autres femmes avec lesquelles Goebbels avait eu des relations, dans l'intention de dénoncer son supérieur. Le plan échoua lorsqu'il fut révélé que Hanke lui-même entretenait une liaison avec Magda Goebbels. En plus de nain venimeux, Goebbels était aussi surnommé le bouc de Babelsberg, en référence à sa chasse aux jeunes actrices dans les studios de Babelsberg, près de Berlin. Selon certains témoignages, c'est l'actrice et baronne Irene von Meyendorff qui inventa ce sobriquet après avoir fermement repoussé ses avances. Elle était suffisamment célèbre pour que Goebbels ne puisse pas réellement nuire à sa carrière, et après la guerre, elle épousa l'acteur britannique James Robertson Justice. Beaucoup d'autres femmes n'eurent pas cette chance. L'un de ces cas fut celui d'Anneliese Ulig, une actrice montante qui avait déjà tenu de petits rôles au cinéma. Lorsqu'elle rencontra Goebbels, sa carrière semblait sur le point de décoller. Il lui confia un rôle principal, mais après la sortie du film, il exigea des faveurs sexuelles. Ulig refusa, notamment parce qu'elle était mariée depuis plusieurs années. En représailles, Goebbels fit retirer le film des salles et s'assura qu'elle soit contrainte de quitter le pays, ruinant ainsi sa carrière. Après la guerre, celle-ci se releva. Elle apparut ensuite dans des productions à succès comme Rosamund Pilcher et Der Kommissar, avant de s'installer en Californie, où elle vécut jusqu'à l'âge de 98 ans. Tout aussi troublant est le lieu où se déroulaient nombre de ces rencontres. Grâce à des dons du parti détourné, Goebbels acheta une villa de 70 pièces près de Berlin, qui devint le théâtre de nombreuses relations d'exploitation. La seule consolation, aussi sombre soit-elle, pour les femmes qu'il a manipulées et abusées, est que sa vie s'acheva rapidement. Goebbels faisait partie des rares hauts responsables nazis restés aux côtés de Hitler jusqu'au bout. Le 30 avril 1945, jour de la mort de Hitler, il fut nommé chancelier du Reich. Cette fonction ne dura qu'une journée. Conscient que la défaite était inévitable, Goebbels et son épouse choisirent le suicide le lendemain. Avant cela, ils empoisonnèrent leurs 6 enfants, dont 4 n'avaient pas encore 10 ans, et auraient pu avoir un avenir malgré les crimes de leur père. Le couple avait pourtant refusé plusieurs propositions, dont une émanant de l'architecte Albert Speer, visant à faire sortir les enfants de Berlin en sécurité. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé.